pulpeux comme la pêche. Vous écoutez Europe 1 et dans 1h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, le cancer du sein opéré sous hypnose à l'Institut Curie. Les députés britanniques ont autorisé hier la conception d'un bébé à 3 par an. Et puis, Gwyneth Paltrow fait bondir les gynécologues. Et tout d'abord donc le cancer du sein opéré sous hypnose à l'Institut Curie. Oui, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer aujourd'hui, nous vous emmenons à l'Institut Curie près de Paris où désormais certaines patientes qui ne veulent pas subir d'anesthésie générale peuvent être hypnotisées. Plus de 80 opérations sous hypnose ont déjà été effectuées. Mélanie Gomez a assisté à l'une de ces interventions pour Europe 1. Et ce qui est impressionnant, c'est donc que ces femmes restent conscientes. Oui, elle reste éveillée du début à la fin de l'opération. Une simple anesthésie locale, donc la patiente ne sent rien, juste un drap pour cacher la zone de l'opération. Et le chirurgien commence alors à retirer la tumeur. L'anesthésiste, elle, parle à la patiente au creux de son oreille. Vous allez imaginer un petit nuage. Un nuage de sérénité. Et le nuage descend dans les genoux. L'avantage, bien sûr, avec l'hypnose, aucun effet secondaire, pas de nausées, pas de vomissements comme après une anesthésie générale. Dominique a 66 ans et quelques minutes après la fin de l'opération, elle a juste l'impression d'avoir voyagé. Petit village de l'Hérault, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Valras-Plage. J'étais là-bas, j'étais bien. Mais on entend tout en fait. On est dans un demi-sommeil quand même. J'aurais jamais pu parler comme ça après une anesthésie générale. C'est formidable. Alors des opérations sous hypnose pour tous, pas encore. Pour le moment, explique Aurore Marcoux, anesthésiste, on réserve ces interventions à des patients bien précis. Ce sont souvent des femmes jeunes qui ont besoin de récupérer rapidement. Je me souviens d'une mère de famille qui avait besoin de s'occuper de ses enfants l'après-midi. Et puis on les réserve aux patients les plus fragiles, pour lesquels une anesthésie générale présenterait un risque, comme des patients qui ont des fragilités cardiaques ou respiratoires. Et puis dernière précision, si pendant l'opération le patient se sent mal, s'il change d'avis, qu'il veut être endormi, eh bien les médecins sont prêts à tout moment à le passer sous anesthésie générale. Un reportage à l'Institut Curie signé Mélanie Gomez d'Europe 1. Oui, demain nous reviendrons sur l'hypnose justement dans cette émission. Le deuxième patient porteur du cœur artificiel Carmat va bientôt fêter ses 6 mois de convalescence. Et oui, dans 2 jours, cela fera 6 mois qu'il porte cette prothèse. Ce patient anonyme de 68 ans, opéré à Nantes, a repris ses activités. Il a énormément de projets. Il a retrouvé une vie sociale tout à fait normale. Il est même d'une vitalité incroyable et nous sommes obligés de temps en temps de tempérer tous ses souhaits, a indiqué hier le président de Carmat. Jean-Claude Cadudal n'a pas voulu dire si d'autres interventions avaient été menées après les 2 opérations rendues publiques. Les députés britanniques ont autorisé hier la conception de bébés à 3 par an. Exactement, il s'agit d'une procédure très encadrée qui sera réservée à des couples qui redoutent de transmettre des maladies graves à leur enfant. Écoutez les explications de Martin Fenot d'Europe 1. Cette méthode s'adresse à des femmes porteuses de maladies génétiques rares, des maladies localisées dans une partie de leur ovule. L'idée avec cette technique, c'est d'éviter le risque de transmission à l'enfant. Le principe, on remplace la partie malade de l'ovule de la mère par la partie saine de l'ovule d'une donneuse anonyme. Ce qui veut dire qu'après la fécondation, le fœtus sera porteur de 3 ADN, celui du père, celui de la mère et celui de la femme donneuse. C'est risqué, avertit René Friedman, le spécialiste de la fécondation in vitro met en garde, même si, dit-il, c'est un risque qu'il faut prendre. Quand on a commencé la fécondation in vitro, on ne savait pas non plus. On prenait un certain risque. Parce que les premières naissances, il fallait les voir avant de s'assurer qu'il n'y ait pas d'anomalie. Et donc là, c'est la même chose. Pour des maladies très ciblées, ça peut être extrêmement intéressant. Mais pour que la méthode soit totalement sûre, il faudra suivre les bébés pendant leur croissance. Cela va prendre des années. Et précisons que le bébé est ainsi porteur à 99% des caractéristiques génétiques de ses parents, puisque l'ADN de la donneuse, lui, ne représente que 1% de la quantité totale d'ADN. Et puis attention, s'il vous reste des titres restaurants 2014, ne les jetez pas, ils peuvent encore servir pour la bonne cause. Effectivement, on peut en faire un don à la Croix-Rouge française jusqu'au 30 avril. Grâce à l'opération Ticket Solidaire, l'association distribue chaque année 50 millions de repas aux personnes en difficulté. 1 euro donné, c'est un repas offert. Tous les renseignements en tapant sur internet ticket au pluriel-solidaire. Et puis des nouvelles de Gwyneth Paltrow qui fait bondir les gynécologues. Et oui, cela fait un moment que l'actrice s'est érigée en gourou du bien-être, du yoga, de l'alimentation bio. Et son blog compte plus d'1 million d'abonnés. Mais seulement voilà, dans le dernier article, la voilà qui vante les vertus d'un traitement intime assez particulier. Elle invite les femmes à s'asseoir nues sur un trône qui libère de la vapeur et de la lumière infrarouge. Alors, soi-disant, c'est pour stimuler la production d'hormones et réguler le cycle. Mais ça soulève le tollé chez les médecins qui rappellent que les douches vaginales à la vapeur ou autres sont à proscrire. Ah bon ? Elles favorisent les infections c'est bactériennes. C'est sérieux.
Ça semblait drôle et agréable pourtant. Le chiffre du jour, c'est 5. C'est 5 pour 5 jours de congé. Le gouvernement japonais envisage de légiférer pour forcer les salariés à prendre au moins 5 jours de congé par an. En théorie, les travailleurs japonais ont droit à 20 jours de congé par an, mais beaucoup n'en prennent aucun par culpabilité, d'où des burn-out et même des décès par surmenage. Des décès qui préoccupent évidemment le ministère de la Santé japonais.